On se retrouve ici dans le laboratoire de l'exposition Déjà vu le design dans notre quotidien au musée d'art moderne et contemporain de la ville de Saint-Étienne Métropole. Moi, en tant que commissaire pour l'exposition Déjà vu, j'ai invité aujourd'hui Rudy Bord pour dialoguer avec moi. On va dialoguer autour de la thématique « Que peut le design ?» On a travaillé donc ensemble pendant mes études Design to Context à Zurich, qui est devenu à la poursuite ou à la suite l'Institut Civic City. Qui a été fermé pour des raisons politiques, hein. C'est important de le dire et de le rappeler. Donc l'école de Zurich a fermé un institut qui fonctionnait en 2011 pour le remplacer par une sorte de banking design. Ça dit des choses. Ce institut de design traitait beaucoup la question sociale et sociétale dans le monde, était assez critique aussi, posait plein de questions, était très focus recherche, mais aussi recherche donc en action. Mais c'est devenu beaucoup plus en action après avec Civic City. Comment tu dirais-tu? Bon, déjà, je pense que par le fait qu'on avait nommé cet institut Design to Context, donc on était déjà dans un processus critique par rapport à la question du design universel, je dirais, du design répétitif, non contextuel. Et ça avait déjà posé, disons, une dispute que nous, on espérait productive, y compris avec les designers, avec certains designers. Donc qui ne voyaient pas du tout l'intérêt de justement ne pas penser la reproduction du même. Le manifeste premier d'Adolf Loos, qui était cette remise en question du Lallen, c'est-à-dire de la répétition et qui, d'après moi, a été totalement perverti en cours de processus, puisque il n'y a rien de plus répétitif que la production de la modernité. On est là dans une sorte d'élément que je trouve très intéressant et que peut-être, en effet, on arrive avec cette nouvelle situation actuelle, et c'est d'ailleurs le titre « Que peut le design ?» Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est « Que peut le design aujourd'hui ?» En quoi aujourd'hui on a besoin de design voilà, pour construire ce futur, un futur meilleur même, je crois qu'il faut le replacer. Et c'est pour ça qu'il est pour moi assez essentiel de se resituer par rapport à cette... Alors, c'est complexe, parce qu'à la fois, je renie le début de votre exposition. Pour moi, le design, il ne commence pas par la modernité. Le design, il commence dans la caverne, dans le fait de tailler les premières... C'est-à-dire quand l'homme a commencé à se dire la nature n'est pas parfaite, il faut la transformer. Et là, on fait un grand cycle aujourd'hui, puisqu'on est en train de se dire la nature est peut-être plus parfaite qu'elle n'était, et il faut travailler avec elle plutôt que travailler contre elle. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, d'après moi, que de débuter le design à un moment où l'industrialisation justement était et la colonisation d'ailleurs, il faut quand même... Si le design, si notre discipline n'est pas capable très vite de se donner une autre origine, il est assez sûr que dans 30 ans, on dira le design c'était un truc qui a commencé au 19e siècle et qui a fini au 21e, au début du 21e siècle. Tout à l'heure, on a fait une petite parenthèse sur les radicaux et le postmodernisme. Et effectivement, les radicaux, c'est un moment dans les années 70 où on est parti sur le fait de penser que le design ne devait pas commencer au Bauhaus ou au Verbund, mais vraiment après. Et toutes les recherches qui sont dites de papier, en fait, l'objectif, c'est de remixer quand même emploi, travail, mixité sociale et politique. Et je pense que le raté des années 70 a vachement de conséquences maintenant. D'une manière générale, les Italiens sont beaucoup plus clairs par rapport à ça, parce qu'ils ont
terme de la progettazione. Ils viennent de la progettazione, et la progettazione, c'est la renaissance, c'est comment concevoir quelque chose qui n'existe pas encore. Mais ça a quand même basculé dans le postmodernisme après. Oui, mais c'est bien projeter le fait qu'une pierre taillée est plus efficace qu'une pierre non taillée, c'est ça le design pour moi. Et le commencer à la reproduction du même, c'est-à-dire à l'industrialisation, c'est faire le contraire de la modernité, et c'est surtout s'arrêter à la fin de la modernité, à la fin de la reproduction, ce qui est à peu près aujourd'hui. C'est intéressant de redire ce que tu as dit, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles de design, il y a la bataille entre qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est le Bauhaus, où est-ce que ça a commencé vraiment, et sur quoi on se réfère. Il n'y a pas une chose linéaire qui s'est développée, mais ça s'est développé dans une autre manière, et c'est à nous aussi à pouvoir transmettre ce qui est important ou ce qui n'est pas important dans le développement global. Non, tout à fait. Et puis il ne s'agit pas de renier la modernité. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Je pense qu'il y a. Moi, je me réfère très fortement sur une personne, c'est Molinage, parce que je crois qu'il a extrêmement bien compris le design, et il le plaçait d'une manière tellement fondamentale qu'indéniablement il dépassait la question de l'industrialisation, il dépassait cet hymne du 19e siècle, voilà, du rapport du patron à l'ouvrier, tout ce truc qui, d'après moi, ne peut nous amener que vers une position coloniale, et ça c'est vraiment important aujourd'hui qu'on déconstruise ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un vrai travail de déconstruction du design à faire, et ça c'est extrêmement important, parce que le design s'est toujours construit dans une sorte d'éloge personnel, d'éloge qui consistait à dire le design va résoudre la société. Le design résout et détruit la société. Il y a du très mauvais design, et là j'en profite pour faire hommage à une personne qui est morte il y a 2 semaines, Michael Erloff, avec qui on a travaillé sur la criminalité du design, où le design devient criminel. Et je trouve ça extrêmement important. Je fais toujours la comparaison avec la démocratie. La démocratie, c'est pas un truc idéal, c'est un processus, c'est un truc contre lequel il faut en permanence se battre et construire et faire que c'est bien. C'est pas une garantie. Le design, c'est pas une garantie. Le design nécessite une attitude, une politique. Moi, je suis très pour la repolitisation du design. Molinage était indéniablement dans une attitude politique, et il faut se rappeler qu'il a écrit cette chose-là, cette définition du design. Le design n'est pas une attitude, n'est pas une profession, mais une attitude, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand en Allemagne, les professions, c'est-à-dire les artisans et tout ça, acceptaient de faire de la propagande nazie en se disant « mais c'est mon métier, c'est mon savoir-faire, je reproduis, c'est pas moi le responsable ». Et je crois que l'acte principal de ce moment fondateur, c'est de dire « on est responsable ». Je pense qu'une des personnes qui l'a très très bien dit, et que vous n'avez pas encore dans votre collection, je pense, c'est Enzo Mari. Il est là, il est dans la collection. Qui pour moi est c'est un pilier fondamental de ce qu'on a à réfléchir aujourd'hui, continuer à réfléchir aujourd'hui. Je pense qu'il est plus contemporain que Bourélecq. Oui, qui est décédé lui aussi il n'y a pas très longtemps, et ça fait quand même un scandale en Italie parce que... Très très belle exposition à la Triennale de Milan. Si vous pouvez aller la voir, c'est vraiment très bien. Parallèlement à cette exposition de Bourélecq, il y a une exposition sur le design italien, donc qui est un peu comparable à l'exposition que vous avez ici, bien moins intelligente, parce qu'on est vraiment dans une sorte de monstration de ces objets sans avoir de rapport à la société. Ça continue à être une hymne à l'objet, alors que finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'objet, c'est l'usage qui en est fait. C'est un peu ce que j'ai essayé de dessiner là derrière, quoi. On s'en fiche complètement. L'objet est derrière. S'il est aussi dur que ce banc, il ne sert à rien. Si on pense à ce banc et un design systémique, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait?
La systémique, elle m'intéresse quand elle est justement pas répétitive. Et là aussi, je vais me référer à un terme italien, c'est immagine coordinato. Ce qui m'intéresse dans la systémique, c'est la relation entre des éléments ou des apparitions ou des éléments. Mais cette relation, elle peut être très complexe. Elle n'a pas besoin d'être comme certaines choses qu'on voit ici, c'est-à-dire de se dire il faut absolument que ce soit le même format, il faut absolument que ce soit le même matériau, il faut, voilà, on peut faire de la systémique plus complexe et c'est vrai que personnellement dans mon travail, j'ai très vite commencé à travailler sur cette question de langage visuel, mais c'est-à-dire la linguistique est indéniablement voilà, c'est un système. C'est un système qui permet de s'exprimer, c'est un système qui permet de se différencier, c'est un système qui permet d'évoluer. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que, par exemple, le branding. On est très proche de Christopher Dell, qui a beaucoup pensé aussi justement cette question de la systémique, et venant de la musique et de l'improvisation. Et il a très bien analysé ce qu'il faut, ce qu'il est nécessaire de faire pour que une musique puisse être considérée comme faisant partie de quelque chose tout en étant improvisé, différent, etc. etc. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est comment faire des systèmes ouverts et surtout par rapport à notre société, des systèmes qui permettent aux nouvelles générations de venir intégrer des éléments qui seront totalement nouveaux par rapport aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Et aussi pour donner en fait une possibilité d'autres cultures, si ça vient d'une certaine culture. Oui, alors ça par contre je me méfie beaucoup que la syntaxe soit justement occidentale et que... Je dis pas que... Non. Je dis le système en soi. On a dit on est international et on est des citoyens du monde en fait. Tous les deux, on voyage beaucoup. C'est un vrai danger. Et si on fait par exemple l'analyse de ce qui se passe en matière de font design, de création de caractères, on est bien dans ça. Hein. C'est-à-dire nos ordinateurs, tous nos trucs sont structurés en une syntaxe latine et on ouvre la possibilité à des caractères non latins de venir se greffer dans notre syntaxe. Et là, il y a encore beaucoup de travail pour justement se dire on part d'une syntaxe qui est autre que la nôtre et on vient faire l'inverse, c'est-à-dire on vient un peu jouer avec la syntaxe de l'autre. Je pense qu'on est dans un temps, dans une époque extrêmement qui est très recoloniale, qui est extrêmement autoritaire par rapport aux autres cultures, malgré les discours. Moi, sur quoi je voulais venir, c'est un peu cette idée de cuisine. Donc, comment par exemple, sur l'idée de Otto Eicher, qui après dans son livre dit je fais un système et après je prends des signes donc à travers une grille qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on aperçoit ça dans une certaine manière, qui aperçoit ça dans sa manière? Donc, comment ça peut voyager dans les cultures si c'est quelqu'un comme ça qui le fait aussi? J'y vais dans le désert et je découvre une manière de faire différente et je l'amène ici. Qui apprend de qui? Et en fait, tout le monde apprend de tout le monde. Et c'est là aussi où il faut absolument appuyer à cette liberté. Je pense que on ne peut pas uniquement critiquer les ancêtres, etc. Je pense qu'il y a une transformation de la société. On ne peut pas reprocher à Otto Eicher de ne pas avoir été un humaniste. Hein. C'est quand même c'était le mari d'une des rares résistantes allemandes qui a quand même, y compris tout de suite après la guerre, qui a ouvert cet atelier qui s'appelait Nullstunde, l'heure zéro, donc qui avait une conscience politique de l'acte de design extrêmement fort. Après, moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il pensait que de la réflexion devait sortir une forme unique. Et cette forme unique, il l'a dogmatisée, voilà. Et là, ça devient n'importe quoi, ça devient pas intéressant. Le rapport à l'humain est assez quand même intéressant
tout en restant très occidental, je suis d'accord. Il ne s'agit pas de casser tout ce qui a été fait avant. Je pense qu'on a une succession d'inventions, d'innovations, d'attitudes qui se sont faites. Et pour moi, le design, de toute façon, c'est toujours l'écriture du pouvoir. Il y a un rapport au pouvoir, il y a un rapport... voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le designer fait une chaise, qu'il invente une chaise. C'est pas vrai. Il travaille en fonction d'une industrie, il travaille en fonction d'une écriture cérémonielle, il travaille en relation d'une économie. Voilà, il y a tout un tas d'éléments. Si on regarde ton exposition, c'est très clair qu'il y a des meubles des années 60. Ça serait horrible de les sortir maintenant. Et tout ce travail, il est quand même daté par rapport à... Quoi, daté, positivement daté par rapport à une époque et par rapport aux réflexions et etc. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'on est indéniablement aujourd'hui dans un passage d'une ère nouvelle. Et cette ère nouvelle, elle nous ouvre de nouveau plein de perspectives. Elle nous empêche de faire un certain nombre de choses, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire c'est des contraintes complémentaires qui sont éthiques, qui sont voilà, et qui font que indéniablement il va y avoir de nouvelles propositions qui vont émaner de ça. C'est à la fois la créativité des designers, mais c'est aussi l'évolution de la société, et les deux vont toujours de pair. Quand on parle d'une méthode singulière, on peut parler des méthodes ouvertes et en fait qui doivent se transformer par rapport à leur contexte. Donc quand on parlait de design to context, c'est justement ça. C'est là où c'est intéressant quand on parle d'un contexte autour de quelque chose qui est né d'un contexte et qui va vers un autre peut-être, parce qu'il va le transformer aussi dans sa manière. Je pense que c'est par rapport à ça, c'est quand même François Julien qui a peut-être le mieux réfléchi sur cette question de l'universel, de l'uniforme. C'est quoi ce lien entre faire quelque chose et penser que ça pourrait servir à tout, quoi, à tous, à tout le monde. Ça, c'est quand même la base, d'une certaine manière, de la modernité, et c'était pas une base uniquement négative. C'était quand même, il y avait une dimension sociale aussi. C'était donner à tous les ouvriers la possibilité d'avoir des choses esthétiques. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se bat à nouveau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se méfie de la production de design qui serait, voilà, qui aurait tendance à dire c'est plus important que la question esthétique. Je pense que la question esthétique, c'est indéniablement une des forces que nous avons, y compris pour convaincre, y compris pour arriver à transformer le monde. C'est nos outils, hein, oui. Et c'est nos outils qu'on accorde en fonction de paramètres éthiques, de paramètres contextuels, situationnels, et d'idées dans le sens de Deleuze, c'est-à-dire de grosses transformations qu'on est capable de faire à un moment en fonction de ces paramètres extérieurs. Et qu'est-ce que tu en penses quand tu vois donc, le passage entre une collection, une production qui est déjà finie et une production en cours, comme c'est le cas par exemple avec ce qu'ils ont fait? Je crois que c'est extrêmement juste. Je crois qu'on est dans une époque où on ne sait pas ce qu'on a à faire. Je vais être méchant, mais je trouve que nos résultats, j'inclus les miennes, ils sont encore un peu hésitants. Ils sont pas, voilà, on peut pas encore dire, tchac, ça c'est notre temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas justement dire c'est notre temps et ça, il faut le faire comme ça. Il faut accepter l'incertitude, en fait. Il faut accepter l'incertitude. Il faut en permanence re-questionner. Mais je pense qu'il y a un moment quand même où on va relire la chose par l'arrière. Et puis on va dire, voilà quelles sont les choses majeures qui ont été faites dans cette époque-là, malgré tout. Bien sûr, c'est obligatoire, de toute façon ça va avec. Dans l'incertitude, il faut avoir des repères. Je pense qu'on a fortement construit ces 10 dernières années dans une sorte de, et c'était très juste, dans une sorte d'anti.
On a essayé de dépasser, on a essayé de déconstruire. D'ailleurs, une chose qui n'est pas encore complètement déconstruite, loin de là. Hein, on va voir les bouchons, les bouchons sur l'autoroute montrent bien qu'on a encore du boulot. Hein. Voilà, on a essayé de dépasser quelque chose. Et on a fait des expériences et il faut continuer à faire des expériences. Et à un moment, il y aura peut-être un certain nombre de choses qui s'imposeront. Sur la base de technologie, ça, je pense que c'est important aussi de se dire, mais est-ce que les outils du Fab Lab d'ailleurs sont déjà adaptés au design que nous voulons faire? Ça, c'est pas encore sûr. C'est-à-dire pour l'instant, on a l'outil et on essaye de faire quelque chose avec l'outil. Il y a un moment, il va falloir faire le chemin arrière et de se dire quelle doit être l'invention de l'outil qui correspond à cette attitude qu'on veut développer. Enfin, moi, justement, tout à l'heure, on parlait de méthodologie, de partage de signes, etc. Moi, je pense que par rapport à toutes les populations, les catégories sociales, politiques, la mondialisation qui n'est pas la globalisation. Je pense que le nœud de la guerre, c'est les outils, parce que de toute façon, l'industrialisation, c'est l'appropriation, c'est l'enclosure, c'est tout ça. Et donc, c'est vraiment le partage des outils. Les Fab Labs, si ça reste des endroits de prestation de services, ça n'a pas d'usage pour la société. Ce qu'il faut, c'est des tiers-lieux. C'est des endroits où il y a des mixités sociales, des mixités de savoir-faire et des échanges. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là, en fait, où nous, on doit devenir actifs aussi. Oui. Je me souviens d'une conférence qu'on avait fait avec Ross Lovergrove et Gritschek, justement. La fin de la conférence était indéniablement, on était arrivé sur le constat qu'il faut redesigner l'industrie, quoi. Il faut redesigner les modes de production. Et 10 ans après, aujourd'hui, on a fait un grand pas par rapport à ça, mais on reste encore tributaire, je crois, de... Oui. Hein. Mais c'est pour ça que, enfin, moi, j'ai fait une grosse étude sur le dernier mouvement radical qui s'appelle Global Tools. Et en fait, dans les années 70, c'était ça l'enjeu. C'était effectivement récupérer ces outils, reprendre la place de la nature, etc. Par contre, ils ont quand même perdu un moment où ils ont eu pas les entreprises qui ont bougé. Il y a quelques entreprises qui ont bougé. Les entreprises italiennes les plus maintenant qui sont des entreprises de très grande notoriété, mais quand on parlait du design italien à l'époque, c'était le design, c'est le design qui fait l'industrie. Et ça, ils sont arrivés à faire des triangles d'entreprises qui étaient assez judicieux avec des mixages de savoir-faire entre les ouvriers, etc., qui sont difficiles à remettre en place dans plusieurs pays. Hein. L'élément qui pourrait être nouveau, qui est nouveau, qu'on essaye de mettre en place, etc., c'est le partage du savoir. C'est de se dire... Le savoir, il n'est pas uniquement chez le sachant, oui. il est partout. Et comment arriver à travailler ensemble, mieux travailler ensemble, comment arriver à construire et imaginer des choses. Et là, la question contextuelle, elle est de nouveau extrêmement intéressante. Et je trouve ça... Je crois que la consommation de masse bon, moi, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse acheter encore des habits sachant qu'il est vendu à des millions d'exemplaires, la même chose, etc. etc. Donc c'est quand même, sous ce label de l'originalité, on est tombé sur la non-originalité maximum. Donc on arrive au processus d'H&M qui, tous les 2 mois, doit présenter quelque chose de nouveau, mais on sait que ce nouveau va être acheté par tout le monde, etc. etc. Donc on est dans un truc qui, d'après moi, a perdu tout son attrait, et ce n'est que l'artisanat et la contextualisation qui va repermettre de se dire tiens, c'est intéressant parce que c'est pas ailleurs, parce que ça a été fait en fonction de ça. Comme ton exposition, votre exposition, c'est fait en fonction de cette collection et tu peux pas la reproduire ailleurs, c'est unique. Et je crois que ce travail-là, pour moi, il reste au centre de ce que doit faire le designer, tout en étant capable d'imaginer non pas uniquement le local, mais aussi la société dans son ensemble. Donc c'est un peu complexe, puisqu'on est dans
on laboure beaucoup plus et on porte beaucoup plus attention à ce qui nous entoure, à ce qui est contextuel, à ce qui est particulier, mais en même temps dans le dessein de construire une terre qui, elle, peut continuer à exister, quoi. C'est le gros enjeu quand même. J'aimerais bien, si c'est possible, avoir un peu un retour des jeunes présents ici dans l'espace. Vous avez dit qu'il s'agit pour nous designers de redesigner l'industrie. Nous, à l'école, on nous apprend vachement justement à un peu aller chercher d'autres circuits en fait, de mode de production et d'aller un peu au contre-courant de l'industrie même en fait. Non, je suis totalement d'accord. C'était une parole qui était de 2005 ou un truc comme ça. Donc c'était un constat de crise. L'industrie n'est plus capable de produire du design intéressant. Voilà. Et donc il faut réinventer l'industrie. Et je crois que les tiers-lieux et les Fab Labs et tout ça ont participé de cette... Qui ne seront pas au final des industries à proprement parler du coup. Ce serait effectivement d'autres... Non, je suis totalement d'accord avec vous. Il ne faut pas revoir l'industrie comme on l'imagine, c'est-à-dire vraiment la cadence, le Fordisme, enfin tout ce... Il faut repenser l'industrie. Et quand tout à l'heure je disais, en Italie on disait une industrie pour le design, une usine pour le design, c'est issu d'une pensée qui sont les opéraïstes et qui ont créé l'économie de la connaissance. En fait, c'est un des berceaux de l'économie de la connaissance et qui ont mis la figure de l'ouvrier comme quelque chose qui soit mobile et qui a, lui, la connaissance des outils. En effet, moi je pense que c'est le mode de production qui doit être réinventé et ce qui est quand même intéressant par rapport aux outils industriels actuels, c'est qu'ils ne sont plus obligés d'être dans le répétitif. C'est-à-dire qu'il est quand même assez facile aujourd'hui de programmer des choses qui peuvent être particulières, qui peuvent être justement contextuelles. Et ça, c'est quand même une possibilité que justement Bulta et cette génération n'avaient pas vraiment. Je dirais que ça bricole encore un petit peu par rapport à ça. Après, c'est aussi la question quelle position prend en fait le designer auprès de ces industries-là. Donc, dans quelle manière, là, par exemple, Vulcan, qui font des chaises de bureau, quand ils ont demandé à Friso Kramer de faire le banc et de faire pas un banc, justement une chaise, il est venu avec un système de banc. Donc, et c'est là où ils ont démarré la chose. Donc c'est aussi où nous, c'est juste pour dire comme exemple, où nous on se positionne. C'est sûr que, et ça c'est quand même une part, je pense, importante du design, c'est cette capacité qu'on peut avoir. C'est vrai aussi quand on travaille en teamwork, cette capacité de persuasion de quelqu'un qui part dans une aventure avec nous. Et qui part dans une aventure où il s'implique, c'est-à-dire où il implique son entreprise, où il implique... voilà. Donc ça, c'est quand même... C'est pas le premier moment, parce que le premier moment, c'est encore autre chose, c'est l'analyse et tout ça. Mais il y a un moment où le designer doit trouver un partenaire qui, d'une certaine manière, avance avec lui. Il ne peut pas uniquement dire c'est moi, je fais le truc. Et... Donc il y a partnership. L'année passée, j'ai reconsidéré complètement mon atelier en considérant que j'en avais marre de répondre aux commandes qui m'étaient passées aujourd'hui parce qu'elles sont fausses. Elles sont pas. Alors, je suis pas sûr d'avoir réussi à les transformer. Mais... Ces commandes qui seraient fausses, donc de ne plus répondre à des commandes, mais du coup, comment vous envisagez de travailler ? Depuis qu'on a Intégral, ça a toujours été comment arriver à passer de la commande, donc il y a un désir qui est exprimé, à la problématique. Pour moi, ça, c'est le premier acte, de toute façon, du design, c'est de se dire, je me détache de la commande, même si la commande est très, très définie, je me détache de la commande et je commence à penser la problématique sans penser, mon commanditaire, il voudrait ça. C'est quand même arriver à se dire, qu'est-ce qui serait juste, etc. etc. Et ça, c'est aussi des prises de risque. Ça veut dire aussi que d'habitude, que parfois, le commanditaire, il dit « vous êtes fou, je ne vous ai pas posé cette question ».
on est quand même très souvent là à y compris lever des lièvres, des choses qui sont cachées, que l'industrie, la société, l'entreprise, les politiques ne veulent surtout pas aborder. Donc on arrive, on dit on veut s'occuper, vous voulez à peu près ça, on regarde de quoi il s'agit et on essaye de le tirer vers une problématique. Et c'est là que se révèlent, bien entendu, les vices de forme de la société aussi. Et c'est là où il faut arriver à convaincre le client qui, quand même, souvent est politiquement correct, qu'il faut qu'il change de disque, qu'il vienne poursuivre l'aventure dans le sens plutôt que de faire semblant. C'est des moments très très importants pour arriver à aboutir à des propositions qui sont correctes. Un exemple peut-être sans tout dévoiler, mais c'est intéressant de voir quelle est la commande et comment ça se problématise justement, et qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que vous proposez. Comment vous retournez finalement la commande. Une problématique sur laquelle on est depuis quelques années, c'est le métro de Paris, le Grand Paris Express, là. Et bon, on est venu nous chercher pour le programme Information Voyageurs, et c'était très clair, le programme consistait à 95% à transporter, à donner les outils pour qu'une personne se déplace du point A au point B. Et nous, on a très vite compris que sous-jacent à ce réseau et à tout ça, se situait la question d'une carte mentale d'un territoire qui n'est pas encore ouvert à tous, qui a été dégradé au niveau symbolique, et qu'il s'agit de donner corps, quoi. On a d'une certaine manière, tout en faisant le reste, mais on a mis une sorte de double, voire de triple raison d'être de cette chose. Donc en effet, là se débute un grand concours de 74 illustrateurs qui vont illustrer chacun des lieux. Voilà, il y a une confrontation avec qu'est-ce que c'est que la banlieue, comment on représente la banlieue, comment on peut donner des images qui ne soient pas uniformes justement, et comprendre que là où vivent ces 10 millions d'habitants, c'est quand même à chaque fois différent, il y a des styles différents, il y a des particularités. Donc comment représenter ces choses-là? L'autre point, par exemple, toujours sur le même, c'est qu'on s'est dit, il est absurde aujourd'hui de s'adresser aux personnes présentes à Paris uniquement en une langue. Donc c'était facile de convaincre de mettre de l'anglais, c'était plus difficile de convaincre de mettre de l'arabe. Et pourtant, c'est pour moi, pour la société, pour le fait qu'on arrête d'être en guerre civile en France et d'arrêter toutes ces bêtises qui se sont passées depuis 10 ans, il faut respecter cette culture, il faut respecter cette partie de la France. Et ça commence par aussi intégrer cette langue qui est une des langues les plus utilisées à travers le monde dans notre territoire, comme l'anglais, et comme l'espagnol et comme d'autres langues. Et ça a marché. On était à 7 langues, on avait encore un peu des trucs en plus. On a réduit, on a 5 langues, on a le chinois, on a en fait les langues que 80% de la population à peu près arrive à comprendre en deuxième ou troisième langue, quoi. Cette question de la commande, c'est pas seulement en fait transformer une commande, mais aussi créer des situations, en fait. C'est l'autre besoin qu'on a aujourd'hui en tant que designer, de pas seulement en fait transformer une commande qui nous est donnée, mais soit donc donner une situation ou proposer une commande ou un projet. Donc on ne peut plus rester là à attendre que quelque chose va se passer, mais il faut qu'on travaille avec les idées qu'on a et les positionnements qu'on a vers quelque chose qu'on puisse travailler justement.
Donc il y a tellement, le champ de design est tellement vaste et ça peut, donc de la projection, là je suis aussi entièrement d'accord, donc de ce projet qui peut se situer dans différentes situations et dans les différents niveaux aussi de travail. Donc c'est pas l'objet, c'est pas comme Rudy le dit, donc on parle d'une signalétique et des espaces de métro et c'est pas que l'espace ou l'objet ou la langue, mais c'est l'ensemble. Donc il faut arrêter de penser quelque chose en isolé en fait. Donc c'est ça aussi que je pense qui est important à retenir. Oui, mais justement, si on considère qu'on est dans une mutation forte de la société et qu'on ne sait pas trop, on sait à peu près où on devrait aller, mais on ne sait pas comment y aller, il est très clair que la mutation, elle est aussi au niveau des commandes, elle est aussi au niveau des choses que l'on a abordées. Et là, il faut, d'après moi, il faut aussi créer des modèles, c'est-à-dire créer des prototypes qui permettent de faire que petit à petit, justement, ces industriels, ces personnes qui veulent faire ensuite puissent voir que ça c'est possible, montrer aux politiques locaux qu'on pourrait faire des choses différentes. Et ça, je pense que c'est une part importante de la création aujourd'hui. C'est le think tank presque, hein. C'est cette idée de se dire on vient proposer quelque chose dans un contexte et pas obligatoirement pour le réaliser. Et ça, c'est, je crois que la grande mutation du design, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours là pour devoir finaliser, faire que ça marche bien, etc. On est aussi là pour apporter des situations, apporter de l'imaginario pour arriver à montrer que ceci serait peut-être possible. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un rôle très important, et c'est ce que vous faites, hein, c'est absolument ce que vous faites, c'est de se dire, on ouvre des possibilités. On est vraiment dans un moment où notre rôle est indéniablement un rôle qui consiste à donner de l'intelligibilité, c'est-à-dire il faut faire comprendre l'état de notre société actuelle, de notre monde. Moi, c'est vraiment ce sur quoi je travaille beaucoup, parce que c'est mon métier, quoi. Mais comment arriver à donner une autre lisibilité de cette réalité dans laquelle nous nous trouvons, aussi bien au niveau hyper local. Là, actuellement, on travaille avec Villeurbanne, par exemple. On essaye d'imaginer la démocratie locale. Ça veut dire faire un atlas d'une ville, essayer de montrer tous les trucs qui marchent, les trucs qui ne marchent pas, les pourquoi des choses, etc., et les remettre aux citoyens pour que peut-être ils imaginent ensuite quelque chose d'autre. Donc c'est ce travail d'intelligibilité et c'est ce travail de prototypage ou d'imaginario, hein. C'est vraiment, c'est en Colombie que ce concept est le mieux développé aujourd'hui. C'est se dire, il ne faut pas uniquement faire des choses pour les réaliser et ne pas avoir peur surtout. Je crois que l'Europe est en train de perdre parce qu'elle veut zéro défaut. Il faut oser se tromper, oser faire des erreurs, oser proposer des choses qui peut-être ne marchent pas, mais feront avancer toutes les choses autour. Voilà. Je pense que notre signalétique, juste pour me donner un peu des coups, notre signalétique du Centre Pompidou, par exemple, elle a tenu 3 ans. C'est un désastre, hein, c'est une catastrophe. Mais sincèrement, je pense qu'elle a fait avancer l'ensemble de la discipline de la signalétique. Donc voilà, du coup, moi j'ai toujours dit, c'est le rôle du Centre Pompidou de faire des expériences. On a fait des expériences. Bon, elles étaient peut-être exagérées, peut-être, voilà, mais c'est pas grave. Je crois qu'il faut qu'on recommence et vous, c'est vous, hein, à prendre des risques et parce que moi c'est la seule critique que je fais un tout petit peu de notre temps, c'est qu'il y a une sorte de, dans votre génération, il y a une grosse modestie qui est peut-être très juste, mais moi parfois je suis impatient que vous bousculiez les murs.
ce que je pense qu'il ne faut pas penser en commande quand on est designer, parce que la commande, c'est les royalties et c'est antinomique avec les problèmes qu'on a maintenant. Parce qu'on est payé sur la quantité, en fait. Ouais, moi, j'aime bien les détournements de commandes, quand même. Ah oui, mais les détournements de commandes, oui. Ou les économies informelles. Mais dans le vocabulaire d'un designer, une commande, ça, tout de suite, on pense l'industrie, les royalties, et je sais pas, il faudrait trouver un autre mot peut-être. Oui, je suis d'accord. En même temps, il faut qu'on se méfie de ne pas s'isoler complètement et penser qu'on est les seuls qui pensons juste. Et je crois qu'il y a quand même, y compris dans l'industrie, y compris dans les banques, y compris chez les juristes, y compris... Alors je mets les policiers, je les mets de côté, mais probablement aussi hein, des gens qui vraiment pensent dans la même direction et avec qui on peut avancer d'une certaine manière. Et je crois que une des dimensions sur lesquelles on a travaillé, c'était ça la question sur Integral Designer, c'est se regrouper pour pouvoir justement faire passer de la question du spécialiste, de la commande qui est justement est souvent très étroite, vers la problématique qui souvent nécessite plusieurs acteurs, des synergies, des relations, etc., etc. Il y a une autre dimension moi, sur laquelle j'aimerais insister, c'est parce que ça a quand même pourri nos 30 dernières années, c'est ce branding, c'est cette idée de la concurrence. Je crois qu'il faut qu'on dépasse la concurrence. Et ça, c'est très important en matière de design, je crois. Il faut qu'on arrive à mettre au centre la question de la relation et pas la question de la concurrence. Et mettre la relation au lieu de la concurrence, ça change totalement la manière dont on conçoit les choses. Je voudrais revenir sur la question de la durabilité. Vous avez parlé à l'instant de cette signalétique du Centre Pompidou qui était une véritable expérience et qui finalement avait été... enfin, je ne sais pas si c'était un échec, mais ça avait été très bon pendant 3 ans et puis après, bon, on est passé à autre chose. Et du coup, je reviens sur l'exposition et sur tous ces objets-là qui sont présentés. On a quasiment 300 objets de la collection qui sont montrés et quand même on revient sur cette forme de durabilité dans l'usage d'un certain nombre d'objets qui ont traversé des générations, plusieurs générations et qui aujourd'hui en fait servent encore au quotidien comme si en gros on les avait achetés hier et ça j'aimerais avoir votre avis là-dessus en fait. Je pense que la question de la durabilité est essentielle et elle est essentielle au niveau culturel aussi. Moi, je sais que j'ai un meuble du XIIIe siècle, de paysannerie, voilà, un meuble très simple, etc. Mais on sent le temps, on sent la culture d'une autre époque, on sent tout ça. Et c'est un enrichissement, je dirais presque énergétique même, hein, que je trouve essentiel. Et c'est vrai qu'on a à penser l'héritage. Après, il faut qu'on fasse attention parce que je crois que notre génération, hein, les vieux, on a quand même bloqué les possibilités de la génération d'après parce qu'on a tout, quoi, notamment dans les villes, on a tout défini, quoi. Donc, comment justement concevoir des systèmes qui permettent des continuations, des contradictions, des remises en question, tout en restant dans une approche écologique tenable. Je pense que c'est un des enjeux de ce qu'il faut arriver à mettre en œuvre, notamment dans la conception de la ville. Comment arriver à se dire qu'il y a des éléments structurants, des éléments qui ne vont pas bouger, qui doivent pouvoir passer des centaines d'années, et peut-être des éléments qui sont au contraire plus temporaires, encore plus, je dirais, frêles, et qui peuvent en effet faire qu'on ait aussi une évolution esthétique, une évolution de matériaux, une évolution de pensée, etc. etc. C'est difficile parce que toute syntaxe est aussi, bien entendu, une part de blocage. Jusqu'à où la syntaxe doit et part de créativité
et part de... C'est vraiment un des trucs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, et pas toujours avec du succès, c'est comment créer des syntaxes qui permettent ensuite de s'exprimer, de continuer des systèmes visuels, etc., etc. On voit que, notamment les graphistes, ils n'aiment pas trop utiliser la syntaxe de l'autre, quoi. Donc voilà, ça a quand même ses limites aussi. Oui. Parce que justement, il y a cette concurrence dont tu parlais avant. Vous avez déjà imaginé que, parce que là il y a la syntaxe de l'autre graphiste, mais qu'il y ait les syntaxes des usagers qui se mettent dedans? De poursuivre un processus et être capable de le métamorphoser et de le faire soi tout en détruisant pas ce qui était auparavant, c'est quand même un des paradigmes sur lequel il faut qu'on travaille. Ça veut dire aussi accepter des esthétiques qui ne sont pas dominantes. Tous les processus où vraiment appropriation fort il y a eu, c'est des processus où en effet on n'est pas dans la recherche de la domination de l'objet, de la conception. C'est-à-dire c'est souvent le cas en Amérique du Sud, on apporte une sorte d'esquisse, d'APS, et puis le projet est pris et il est déjà développé, il est déjà changé dans une rapidité qui est supérieure à la nôtre, et transformé, approprié, etc., etc. Et je trouve ça merveilleux. Et là, on est justement dans ce rapport à Enzo Mari, c'est-à-dire on peut peut-être donner une sorte de guide, mais on est plutôt inspirateur de quelque chose qui ensuite s'en va tout seul. C'est une question culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ça marche. Je pense que l'Amérique du Sud est géniale par rapport à ça. C'est-à-dire, moi, je me souviens être allé en Colombie dans un petit village de marrons, donc avec une communauté de femmes très très fortes qui avaient un artisanat un peu rudimentaire. Puis voilà, comme c'était pas, j'avais exagéré en fait un sac et j'avais dessiné comme ça un truc. Et puis après, je suis allé dans un autre village et puis je suis revenu une semaine après et mes sacs étaient transformés et c'était la mode de Paris. Donc ils avaient, voilà, ils en avaient fait ce qu'ils voulaient et ça, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire cette force de la population de pouvoir prendre l'acte, c'est une forme d'irrespect aussi, hein. Positif. Et je pense que nous, et ça c'est peut-être une critique, parce qu'il faut qu'on en fasse un peu de critique de tout, mais une critique au musée. C'est-à-dire que le musée, il établit cette hiérarchie très forte de l'artiste et de l'œuvre qu'on ne peut pas toucher, quoi. C'est intéressant que tu reviens au musée, parce que c'était justement ma question pour toi. Comme quoi tu vois un rôle pour un musée dans une transmission ou d'une démonstration des pièces, des œuvres, du design, par exemple. Mais je crois que c'est exactement ces deux parties de l'exposition. Cette exposition, si elle n'avait pas eu cette partie, elle serait justement dans cette sacralisation d'une certaine manière d'éléments historiques, y compris d'Éric Jourdan. Voilà. Et là, c'est-à-dire d'ouvrir la partie expérimentale et la partie où justement on montre que les processus ne sont pas aboutis, que les idées sont neuves, que les choses peuvent encore évoluer, qu'on est encore dans l'hésitation ou dans le questionnement. Je ne sais plus qui avait parlé de questionnement. Je suis totalement d'accord sur cette question. J'ai fait beaucoup d'hommages au questionnement. C'est très important, hein. Ça me paraît essentiel pour déconstruire d'une certaine manière l'autre partie, mais pour aussi la faire vivre, hein.
Je vais vous répondre sur le musée, parce que le musée, il est là en fait pour apporter des éléments, j'ai envie de dire, historiques, de contextualisation, à la fois sur le design, qui est en fait un peu en parallèle avec l'évolution de la société, et c'est un peu le rôle du musée d'apporter ces éléments, et cette salle qui est effectivement une extension et qui vient dans la suite et qui permet de se poser des questions sur que peut le design aujourd'hui, n'aurait aucun sens si elle n'existait que seule ici. Donc elle a du sens parce que justement avant, on problématise un petit peu tous ces objets que là, pour le coup, on n'a pas souhaité sacraliser, puisque cette exposition, elle remet le design au sol, j'ai envie de dire, en contact direct avec le monde, au contraire évidemment de nos sculptures, peintures, dessins, photographies qui restent encadrés au mur, quoique, ça dépend aussi. Mais voilà, évidemment on parle d'objets de vie, donc, qui sont utilisés et qui doivent être utilisés pour être des objets de design, sinon ça n'a pas de sens. Alors qu'effectivement, toutes les expositions qu'on peut réaliser voilà, sur des artistes de toutes sortes, des rétrospectives, des expositions de collection, sont plutôt là pour effectivement mettre en avant un travail, mais qui malheureusement ne peut pas être touché ou utilisé, puisque nous sommes là pour finalement le transmettre d'une autre manière, parce que une œuvre d'art, c'est pas un objet de design, tout simplement. Voilà. Donc je suis en train de faire une exposition à Vienne, la scénographie d'une exposition qui mélange œuvres d'art, design et architecture sur les questions justement écologiques et sur les questions... donc la règle du jeu, c'est de ne plus être dans l'alerte, ne plus être dans le constat, mais dans la proposition. Et c'est très intéressant de voir à quel point, et là je vais être un peu méchant, l'art a du mal à passer à changer de statut d'une certaine manière. À changer de statut, y compris de la question de la monstration. Parce que d'après moi, l'art est très très utile, mais il faut qu'elle arrive à se désacraliser d'une certaine manière. On arrive très bien à exposer les projets d'architecture, c'est très intéressant, et on peut les transformer, on fait une traduction, de toute façon, elle est même obligatoire, parce que c'est pas possible autrement. En design, parfois on reste collé à l'objet, mais c'est en fait... c'est pas l'objet qui est intéressant, c'est la personne qui l'utilise. Et en art, je me suis totalement disputé avec la curatrice, parce que voilà, la question du cartel reste la même. On veut changer la société et on n'est pas capable de reconsidérer la question du cartel. Je pense vraiment que par rapport à des problématiques comme ça, il faut réinventer complètement le rapport à l'information, à cet élément qui doit être exemplaire, durable, mais aussi expérimental. Et quand on est justement dans des thèmes où on ne sait pas, c'est quand même plus intéressant que c'est pas sacralisé. Je pense que l'art non sacralisé est important aussi. Mais je veux pas mélanger les deux, surtout que je trouve l'exposition vraiment très intéressante. La mission principale du musée, c'est quand même de raconter une histoire, quand même. C'est de redonner des jalons, des repères. Pour moi, la signalétique, elle a aussi ce rôle-là. C'est un jalon, un repère, quelque chose qu'on identifie facilement et au travers duquel on est guidé vers une envie, un besoin d'information. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut pas l'imposer. Sa réussite, c'est quand elle suscite justement naturellement que le spectateur veuille aller au-devant, à la recherche de l'information. C'est exactement le point, là vous le touchez exactement, je l'ai mal exprimé tout à l'heure. Il y a une œuvre qui a une ambition, et est-ce que la signalétique a le droit de l'évoquer et de rendre compte de la chose comme elle rend compte d'une chaise ou d'un processus,
Ou est-ce que ce qui est important, c'est la signature de l'artiste et la convention, disons, de la matérialité, etc., etc. Donc moi, je suis totalement d'accord avec vous sur dans certaines circonstances, hein, je ne dis pas qu'une collection doit être montrée comme ça, mais dans une situation où on se dit on va essayer de montrer quels sont les processus de réflexion actuels sur notre société, d'après moi, la signalétique doit, y compris, arriver à dire ce que l'artiste a pensé, voilà. Et ça, c'est assez difficile. Là, on a un objet en adéquation parfait. Qui d'ailleurs était aussi une partie prise dans cette exposition. Donc, quand tu vois, c'est pas des cartels. Là, on a des. Mais justement, c'est totalement accepté en matière de design ou d'architecture ou d'autres. C'est encore pas accepté en matière d'art. Et je pense qu'il y a un vrai vice de forme par rapport à ça. Pour l'art. Oui, il y a sans doute une croyance démesurée dans le fait que pour bien aborder une œuvre d'art, il faut lui offrir de la neutralité. On est dans ce fameux espace du white cube, là. Elle peut être interprétée oralement par les guides, mais elle n'a pas le droit d'être... une sorte de respect. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je trouve ça intéressant. Toute œuvre est interprétée, même quand on écrit des cartels. Elle est interprétée par votre accrochage. Elle est interprétée aussi par ce qu'on en dit. On a des cartels qui détaillent les œuvres. Elle est forcément interprétée, c'est notre lecture, surtout quand les artistes ne sont plus là, finalement, pour livrer leur façon de voir leur travail, ou qu'ils n'ont finalement peu écrit sur leur travail, ou qu'ils n'ont pas envie d'ailleurs de répondre à des questions de journalistes. On est là finalement pour livrer un discours sur l'œuvre, qu'il soit encore là ou plus là. Et puis l'accrochage, alors ça dépend. Est-ce que l'artiste est là pour faire son propre accrochage et il a envie de s'y consacrer? Est-ce qu'il a envie de sélectionner ses propres œuvres? Qu'est-ce qu'il a envie d'en dire? C'est quand même un travail en commun avec les artistes. Alors ça, on parle que d'expositions personnelles. Après, il y a toutes les expositions qui seront des expositions collectives sur des thématiques en particulier. Ou d'ailleurs, on peut aussi proposer des œuvres de design qui viennent répondre à des tableaux du 19e siècle, et moi ça me pose aucun problème, j'ai fait ça. Donc vous voyez, il y a par exemple une femme voilà, qui se réveille dans les années 20 et à côté il y a un réveil des années 60, vous voyez. Donc ça moi je trouve ça génial, et c'est là que le dialogue intervient, à la fois qui problématise vraiment nos collections qui pour le coup sont extrêmement disparates, aussi bien en matière de territoire, d'années, de médium, etc. Et comment le musée après raconte une histoire avec toutes ces collections qui puissent être intelligibles finalement par le visiteur. Ça c'est le plus important finalement pour nous, c'est de transmettre. Voilà, donc on transmet une histoire, une certaine histoire du design que ici, voilà. On a un petit échantillon avec le travail que nous propose Imke, mais il y a des milliers de façons de faire, et c'est finalement cette transmission qui est le plus important. Donc vous parliez de traduction qui sont là pour des expos design, qui peuvent être là aussi pour des expositions d'architecture, où de toute façon on n'a pas la vraie architecture dans une exposition d'architecture, on a ses maquettes, ses plans, etc. et éventuellement ses matériaux, mais effectivement, sur une exposition, a priori, vous avez les vraies œuvres. C'est là la différence pour moi, à un moment donné, de ce que nous, on propose en tant que musée quand on fait des expositions d'art moderne ou contemporain. C'est là qu'il y a une différence de traitement qui est intéressante et qui parfois crée des différences de traitement quand même. Mais qui, en fait, là, je dois rebondir, en fait, parce que la première exposition que j'ai vue dans ce musée, c'était les 24 heures d'une femme, et là, en fait, ça communiquait extrêmement bien. Donc, justement, ce que Aurélie évoquait, donc le réveil de la femme à côté, etc. Le curateur peut faire une exposition, à quel point il peut prendre le dessus même de l'œuvre. Il y a un truc qui m'intéresse, moi, de dépassement peut-être malgré tout de cette non-touchabilité de l'œuvre.
Moi, mon point de vue, c'est d'abord que je pense que la première réticence qu'ont les artistes, c'est justement quand on leur colle à côté de leur œuvre un texte. Donc, il nous faut, nous, souvent professionnels, leur faire comprendre que c'est le rôle du musée et que finalement, c'est peut-être pas les conditions idéales pour une démonstration de la pièce, mais c'est le jeu à jouer, il en vaut la chandelle. Et puis peut-être pour conclure aussi, parce qu'on évoquait les 24 heures de la vie d'une femme, mais dans ce même espace, on a eu 2 expositions successives où justement le spectateur interagissait directement avec l'œuvre. Il s'agissait d'un côté de l'Arte Povera, de l'autre de Robert Morris, et même derrière des formes assez radicales, minimalistes, design en un sens, eh bien ces objets, ils étaient pensés par les auteurs eux-mêmes comme un moyen justement de désacralisation, de rapport, d'expérience corporelle, même avec d'autres sens que la seule vision. Et donc on a déjà fait la preuve ici qu'il y a cette possibilité-là aussi. Et d'ailleurs, le fait que ça coïncide aujourd'hui avec le laboratoire de l'exposition d'Imke, pour nous c'est très important parce que ça inscrit dans la programmation du musée, dans un même espace, effectivement, on parlait de tiers-lieu, comme un autre type d'espace muséographié qui offre une autre expérience plus libre aux spectateurs et sans doute effectivement moins classique et figé qu'on l'entend quand on parle tout de suite du musée. Ça permet ce basculement et ça permet la perception des deux. Mais loin de moi d'être critique par rapport à votre musée. Je parlais librement d'un projet sur lequel j'ai des difficultés en ce moment parce qu'on arrive, voilà, cette traduction, cette réinterprétation, cette explicitation se fait très bien dans les 2 domaines et puis le 3e, on n'a pas le droit de toucher, quoi. Merci beaucoup Rudy pour ta présence et surtout aussi donc peut-être il faut dire que donc on avait donc bien évidemment Aurélie Volz avec nous, la directrice de ce musée, Alexandre Coy qui est le directeur scientifique. Et en plus, donc, on avait quelques étudiants de l'ISTAT, donc de l'École supérieure d'art de Toulouse et de design, dont Nathalie Bruyère qui a aussi pris la parole. Merci beaucoup.